transgression pour une femme que de vouloir accéder au plus haut niveau d'un leadership d'un pays. Alors il faut que les mentalités évoluent. C'est-à-dire que vous pensez que les hommes considèrent que c'est une transgression? Oui, les hommes, mais peut-être même certaines femmes aussi. J'ai parfois entendu, mais est-ce que c'est la place d'une mère de 4 enfants, par exemple? Mais beaucoup d'hommes n'ont pas accepté ça, à droite comme à gauche, d'ailleurs, parce que c'est le pouvoir suprême. Et que traditionnellement, dans l'histoire de France, le pouvoir suprême est incarné par un homme. Vous savez, une femme politique, un homme politique, nous restons d'abord des êtres de chair et de sentiments. Et je comprends tout à fait que Ségolène Royal ait eu quelques larmes. Il y a un moment où on porte, et puis c'est plus possible. C'est plus difficile pour une femme? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Les femmes, paraît-il, pleurent davantage que les hommes, je n'en sais rien. Pour l'instant, dans l'esprit des hommes, le pouvoir est un attribut de l'homme. Donc c'est un milieu qui est encore machiste et qui ne veut pas de femmes. Elles ont à la fois une difficulté de prise de parole, souvent, et un scrupule excessif sur la compétence qu'il faudrait avoir pour se lancer dans la vie politique. Ça, c'est deux faiblesses des femmes. Je crois que les femmes qui ont un arrière-plan professionnel auront et ont une pratique de la politique très différente de ceux qui ont passé toute leur vie. C'est le souhait des femmes, d'après ce que je sais des sondages d'opinion et de l'évolution de la société. C'est un petit peu cet équilibre qui n'est pas encore atteint. Donc le problème se situe au niveau du partage des tâches à la maison et surtout quand même et avant tout à l'égalité professionnelle. On n'est pas encore dans l'égalité où les hommes prennent en charge à égalité des femmes. Eux, bien souvent, ils font leur carrière. Les femmes, si elles veulent faire autre chose qu'élever les enfants, sincèrement, c'est la double, c'est la triple journée. Et on est toujours dans cette situation, même s'il y a des exceptions, même si ça évolue un peu. Mais le combat féministe, il est toujours là, il est toujours nécessaire, croyez-moi. Toutes les femmes qui ont été élues n'étaient pas de tempérament féministe. Nous y arrivions avec le sentiment de l'égalité de nos droits. Et évidemment, nous nous sommes penchés sur tous les problèmes, mais pas spécifiquement féminins. Et en réalité, je crois que s'il y a eu un progrès dans la politique féminine, cela a été aussi parce que les hommes se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'électrices femmes. Je porte une chaîne de cou. C'est marqué Edith dessus. C'est mon mari qui me l'a donné. Un petit bijou en or. Mes conseillers m'ont dit, il faut le retirer parce que vous allez être critiqué. Je dis, je ne retirerai pas un bijou que mon mari m'a donné. Pour le remplacer par quoi? Par une cravate. Bon, donc tout ça est ridicule. Nous sommes des femmes, nous ne cherchons pas à ressembler à des hommes. Nous avons une vie privée, une vie personnelle, une vie familiale. Et ce que nous avons fait, moi ce que j'ai mis en place, n'a pas été critiqué en ce qui concerne les mesures. J'ai été critiquée en tant que personne. Nous sommes, pour toutes celles qui sont aujourd'hui au gouvernement, ou d'ailleurs députées ou sénatrices, des femmes politiques engagées dans la politique de longue date, pétries de conviction. Donc nous sommes des femmes politiques, des hommes politiques comme les autres, j'ai envie de dire. En revanche, de temps en temps, on voit certains blocages qui viennent moins de la société d'ailleurs que de certains membres de partis politiques. D'abord, le bon sexisme gras. Alors, je dis le bon en pensant évidemment mauvais sexisme gras, avec des privautés, avec des phrases déplacées, avec du harcèlement présenté comme des opérations de drague, mais de harcèlement très lourd. Il y a un humour parlementaire qui est un humour reposant sur la grivoiserie et sur la gauloiserie, qui sont considérés comme des composantes de l'identité nationale, mais qui sont en fait tout simplement du sexisme à visage politique. Moi, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas eu à me battre comme énormément de femmes qui n'ont pas eu à bénéficier de la parité, qui n'ont pas eu aussi à bénéficier des minorités, parce que je suis aussi sur le contingent des minorités. On a à la fois besoin d'en faire plus en termes de compétences, en termes de travail, en termes de présence. On attend beaucoup des femmes dans ces milieux-là. Et en même temps, il ne faut pas trop en faire. C'est vrai que les femmes politiques, sans doute, ont eu l'habitude de se taire et de se contenir, et je pense qu'elles ont tort. Voilà. Chaque fois qu'on m'appelle sénateur, je corrige. Je trouve ça insupportable. Le mot, il existe, ça y est, les gens ont appris à dire sénatrice. Alors quand on nous appelle sénateur, c'est vraiment qu'on veut nous emmerder, donc je corrige.
chacune va décider si elle continue à basculer dans la politique. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais moi je le souhaite. Je souhaite qu'un jour à l'Assemblée nationale, on ait aussi des femmes qui soient de différentes couleurs. Ce qui est beaucoup plus douloureux et difficile à vivre, c'est le machisme ordinaire, le truc sournois, quoi. C'est on ouvre la presse et puis d'un seul coup, on a dit quelque chose politiquement et puis on se retrouve décrite de la tête aux pieds ou jugée sur des choses qui n'ont strictement aucune importance. Je continue à croire que la politique a à gagner de l'équilibre des sexes. Je ne dis pas que les femmes sont meilleures, plus généreuses, plus... Non. Mais il faut que la politique ressemble à la société. Toutes les religions enseignent aux femmes qu'il faut se résigner. Mon grand-père qui était rabbin, sa prière du matin était « Merci mon Dieu de m'avoir fait homme et pas femme ». Et ma grand-mère, la sainte femme, répondait que soit loué éternel notre Dieu, que ta volonté soit faite. C'est l'image même de la résignation. Je constate qu'il y a un véritable appétit de la part de toutes sortes de femmes qui ne sont pas des ambitieuses ou des intrigantes ou des femmes de pouvoir et qui ont envie de s'occuper des affaires publiques. J'ai beaucoup cru qu'à ma génération, les choses se normaliseraient complètement. Après le combat qu'avait mené ma mère, toute cette génération-là, je me suis dit « Ah, ça y est, là maintenant, on y est ». Et aujourd'hui, je me dis, si ma fille se lançait en politique, je lui dirais « Continue le combat ». Parce que c'est loin d'être gagné. Voilà, cette fameuse phrase qui est rappelée à nouveau. Najat Vallaud-Belkacem nous a rejoint. Je ne sais pas si vous montez tout de suite ou un petit peu après. Un petit peu, on va écouter ce qu'ont à nous dire Michel Cotta et Marlène Coulon, vous êtes chercheuse en communication politique sur les représentations du genre dans les médias. Quand vous écoutez tout ce florilège de réactions de femmes politiques de tous bords sur la difficulté qu'il y a à exercer ce métier-là au milieu des hommes, ça correspond à quoi? Est-ce que vous analysez tout le temps? Ah oui, tout à fait. Alors, ce qui me frappe, effectivement, c'est d'une part la convergence de tous ces témoignages, convergence sur la transgression que représente l'arrivée d'une femme en politique. Donc ça, c'est la première évidence. Et le deuxième point qui est souligné, me semble-t-il, par tous ces témoignages, c'est la violence des réactions suscitées par l'arrivée des femmes en politique. Et qu'il s'agisse de femmes politiques de droite ou de gauche, hein, puisque ça traverse absolument tous les témoignages. Et alors, deuxième point qui n'a peut-être pas de quoi nous rendre tout à fait optimistes, qu'il s'agisse de femmes politiques qui ont exercé dans les années 60, puisqu'il me semble que le plus ancien témoignage qu'on a évoqué est celui de Madeleine Dienesch, ou qu'il s'agit de femmes politiques contemporaines, hein, puisqu'on a entendu... Donc les réactions sont les mêmes. Et les réactions sont les mêmes. Et probablement les difficultés sont-elles les mêmes. Donc ça relativise quand même considérablement l'argument d'évolution. Le machisme est le même. Écoutez, on demandera aux femmes politiques ici présentes quel est leur ressenti, mais quand on analyse leurs témoignages, c'est évidemment ce qui ressort. Hein. Alors, bon, dans notre jargon de chercheurs, on a l'habitude de dire que la position des femmes dans la société se traduit par une double ségrégation. Ségrégation verticale, bon, tout le monde la connaît bien, hein, l'histoire du plafond de verre ou du plancher collant. Ségrégation horizontale, les femmes sont affectées à des sujets spécifiques. On évoque très régulièrement le care, sorte de transposition dans la vie publique des domaines traditionnellement affectés aux femmes dans la vie privée, la santé, le soin, les enfants, etc., etc. Il est bien évident, naturellement, la politique ne fait pas partie de ces sujets classiques affectés aux femmes, et j'emploie le terme naturellement à dessein. Bruno Patino a employé ce terme à plusieurs reprises dans son intervention tout à l'heure, et je suggérerais assez volontiers de l'écrire comme les féministes l'écrivent, c'est-à-dire nature-elle-ment. Il ne s'agit évidemment de rien de naturel. Hein. Le fait que les femmes aient longtemps été affectées à un certain nombre de domaines que je viens d'évoquer tout à l'heure est socialement construit. Et ce que la société a construit, la société peut le déconstruire, et c'est précisément l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, que de mettre tout en œuvre pour arriver à une accession, disons, généralisée des femmes, y compris dans les domaines qui leur avaient été refusés pendant un certain temps. Donc mes recherches, comme vous l'avez dit, portent sur la représentation des médias, la représentation, des femmes politiques dans les médias. Alors, sur ce chapitre-là, qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que là, quand même,
il y a un peu de changement, ou est-ce qu'effectivement, quand une femme apparaît sur un écran de télé, on se préoccupe d'abord de savoir comment elle est habillée, plutôt que de savoir ce qu'elle a à dire? Écoutez, j'ai peur que ce ne soit pas très glorieux, hein. 2 mots quand même sur les médias pour rappeler l'importance qu'ils revêtent dans la société contemporaine. Un certain nombre de projections ont été faites sur la vie d'un individu. Si on considère qu'en gros, un individu vit 700 000 heures environ, il en passe 100 000 devant la télévision. C'est-à-dire que regarder la télévision est en fait la 2e activité d'un individu après le sommeil et avant le travail. C'est dire la responsabilité des médias dans la vie contemporaine. Le philosophe Michel Foucault en parle comme de technologie de pouvoir. Donc ils ont un pouvoir structurant qui est extrêmement important. Alors on emploie très souvent la métaphore du miroir. On dit les médias finalement reflètent la société. On est partiel quand on dit ça, parce qu'effectivement, les médias sont le reflet de la société, mais ils contribuent aussi à structurer la société. Et c'est évidemment dans ce mouvement dialectique, hein, on n'est pas dans une linéarité, on est vraiment dans une circularité. C'est dans cette dialectique que se noue la responsabilité des médias par rapport à la société. Alors j'en viens directement indirectement en fait, à votre question. Quelle représentation des femmes politiques dans les médias? Alors, j'ai relevé un certain nombre d'items pour essayer de caractériser ce regard des médias sur les femmes politiques. Alors, le premier très récurrent, cela ne vous surprendra pas, c'est leur invisibilité. C'est-à-dire qu'à compétence, à importance politique égale, les femmes sont beaucoup moins présentes dans les médias que les hommes. Alors j'ai des quantités d'exemples à vous proposer si une question émerge sur ce plan tout à l'heure. Dans des fonctions similaires, etc. Dans tous les domaines, à compétence et à niveau égal, on va plus facilement vers un homme, on donne plus facilement la parole à un homme, ou peut-être est-ce le fait que l'homme va venir plus facilement vers les caméras. Tout à l'heure, on évoquait le fait que quand on se promène dans la salle des pas perdus, on croise évidemment beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais plus globalement, encore une fois, les femmes viennent plus vers les médias, les hommes viennent plus vers les médias que les femmes. Donc, invisibilité, premier trait. Deuxième trait. Quand elles sont visibles, comment sont-elles représentées? Je relisais récemment l'étude de Nicole Laureau sur le panthéon grec, que vous lisez probablement tous les soirs aussi, et elle observe la chose suivante. Elle dit « des déesses existent, mais le divin est de l'ordre du masculin ». Mais c'est à peu près la même chose en politique. On a le sentiment que les femmes politiques existent, mais quand il s'agit de définir le politique, c'est au masculin qu'on le définit. Alors, les femmes politiques, en fait, sont systématiquement renvoyées à leur statut de femme, plutôt ou avant que d'être renvoyées à leur statut de politique. Ça se traduit comment? Vous évoquiez la question de l'apparence physique. Bon, je ne développe pas. Dès qu'une femme politique est mentionnée dans les médias, il est d'abord question de son apparence physique. On passe. Deuxième, très récurrent, sa situation en tant que mère et épouse. De façon d'ailleurs très souvent très empathique. « Oh ma chère madame, mais comment faites-vous avec 4 enfants pour assumer toutes les responsabilités de la vie politique ?» Je n'ai jamais vu, quand par exemple Manuel Valls était interrogé, qu'on lui demande la façon dont il avait résolu ses problèmes de garde d'enfants. Bon, c'est vraiment une question qu'on pose spécifiquement aux femmes politiques. Donc l'apparence physique, le statut de femme et de mère, le prénom. Le prénom, Ségolène, Martine, Marine, mais beaucoup moins Manuel, Michel, Pierrot. D'ailleurs, on ose davantage appeler les femmes. Si je ne m'abuse, Monsieur Duquesne, tout à l'heure, ça y est. Vous avez évoqué. Bon, je vais vous laisser tout de suite. Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem en disant de façon très sympathique. D'ailleurs, Najat nous rejoindra tout à l'heure. C'est vrai, voilà. Regarde, elle est là. Elle est là, vous avez de la chance. Bon. Donc le prénom, or je rappelle que le prénom nous ramène dans le cercle des relations privées, des relations domestiques. Le nom, c'est bien sûr ce qui est en usage dans le cadre des relations publiques et de la vie publique. Donc le prénom. Troisième item. Quatrième, très récurrent, le surnom typifiant.
Il suffit qu'une femme s'engage en politique pour qu'elle soit la muse, la valkyrie, l'égérie, la passionnariat. Je vous mets au défi de trouver... Je vous mets, ça va venir, je le sens. Je vous mets au défi de lire ou de regarder un portrait d'une femme politique qui ne soit pas surnommée de l'un de ces 4 surnoms que je viens d'évoquer. Comme si être une femme politique, ça relevait toujours de quelque chose de tout à fait extraordinaire, tellement extraordinaire qu'il faille la citer dans la lignée de ces valkyries, etc. etc. 5e point, il y en a 7, ne vous inquiétez pas. Non, il y en a 6. Donc 5e point, le soupçon d'hétéronomie. Ça veut dire d'hétéronomie. Ça veut dire quoi? Quand une femme, de la même façon, quand il y a un portrait de femme politique, on se met immédiatement à chercher l'homme derrière la femme. Le père, l'époux, le mentor. Tant il paraît improbable qu'une femme ait pu se construire seule politiquement. L'inverse n'est pas vrai. Quand je dis l'inverse n'est pas vrai, je ne veux pas dire qu'on ne cherche pas la femme derrière l'homme politique, mais qu'on ne cherche pas non plus l'autre homme politique derrière l'homme politique. Donc soupçon d'hétéronomie. Et enfin, le dernier point, alors là j'ai un peu de mal à le nommer, je l'appelle dans mes études, le processus de requalification. Je vais vous donner quelques exemples, ça va tout de suite vous parler. Quand on parle des femmes politiques, on dit très souvent qu'elles ont mauvais caractère, là où un homme aura simplement du caractère. On dit d'une femme qu'elle est autoritaire, voire autoritariste. Un homme aura simplement de l'autorité. On ne le mentionnera probablement même pas, tant il est naturel qu'un homme ait de l'autorité. Ou encore, alors ce que j'ai observé dans mes études, c'est que les femmes sont très souvent qualifiées d'incontrôlables quand elles ont le sens de l'initiative. Christiane Taubira, d'ailleurs, qui avait été accusée d'être incontrôlable, s'est érigée et a dit « Mais bon Dieu, par qui est-ce que je devrais être contrôlée ?» Très juste. Donc, mauvais caractère, autoritaire, incontrôlable. Et c'est évidemment dans cette mise en mots, dans cette discursivité spécifique qui s'applique aux femmes et qui ne s'applique pas aux hommes, que l'on peut décrypter tout cet imaginaire que je qualifie comme un imaginaire structurellement sexiste et qui caractérise non seulement les médias, mais aussi la société, parce que je prétends que les médias fonctionnent à l'instar de la société. Donc voilà, en gros, disons, les quelques éléments que j'ai pu mettre en exergue dans mon travail sur le regard des médias sur les femmes politiques durant la Ve République. Michel Cotta qui boit. Il y a Michel Cotta qui boit du petit lait en vous écoutant, et moi je me dis, tiens, en fait, on m'a mis en stage ici, c'est pour que je me clarifie un peu les idées. Je comprends, je ne sais pas pourquoi on m'avait demandé de venir. Michel. C'était un guet-apens. Non, évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. Nous avons connu... certains d'entre nous ont connu des présidents de télévision qui cassaient leurs crayons et envoyaient leurs parapheurs à la tête. C'était il y a longtemps. Hein, bon. Et là, on disait il a mauvais caractère tout de même. Mais alors, une femme aurait fait la moitié du quart de ça, on l'aurait traité de folle, on l'aurait internée. Enfin, alors, non, pour aller peut-être sur un autre domaine, j'ai été... agréablement surprise de voir l'image de Marie-Mélène Dienesch sur cette antenne. Et pourquoi? Parce qu'au fond, elle n'a existé que parce que le général de Gaulle l'a voulu. Sinon, Marie-Mélène Dienesch n'aurait pas existé comme ministre ni comme élue. Elle a été portée en quelque sorte. Et ce qui est vrai, alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en lamenter, c'est que ce sont toujours les présidents de la République, depuis la Ve République en tout cas, qui ont porté la responsabilité politique de pousser des femmes. Alors c'est le cas naturellement du général de Gaulle, c'est le cas plus encore de Valéry Giscard d'Estaing, qui lorsqu'il est arrivé au pouvoir, et je me rappelle la stupeur quand il a imposé ces 5 femmes dans des rôles très importants, dans des rôles ministériels très importants, à l'idée, bon, il ne l'aurait pas fait lui, que le reste n'aurait pas suivi. Donc il y a un rôle moteur de la direction politique dans le choix des femmes. Et après, ça a été
poussé par François Mitterrand aussi, qui a joué. Et au fond, le seul exemple, mais le seul contre-exemple, mais qui a entraîné vraiment des protestations qui ne s'arrêtent pas et qui ont risqué d'ailleurs de mettre un terme à la carrière politique d'un homme important, ça a été le jour où Jacques Chirac a dit à Alain Juppé « Il faut changer un peu ton gouvernement ». Et là-dessus, il a balancé les 7 femmes. Bon, ça, c'est un contre-exemple, mais rappelez-vous quand même, ça a fait un tel bruit. Alain Juppé a failli ne pas s'en remettre. Vraiment, on se dit que le choix politique est essentiel. C'est au président de la République et aux gens qui tiennent les partis de faire le choix et de pousser les femmes. Voilà, alors pour le reste... C'est vrai que c'est encore plus difficile d'être une femme. Je me rappelle les livres. Le livre est de Ségolène Royal, dans lequel elle racontait quand même qu'au début de sa carrière, elle recevait des enveloppes pleines d'excréments chez elle. C'est le cas également d'Elisabeth Guigou, qui elle a beaucoup souffert de son physique, qui était à la fois fragile et superbe, et qui l'a plutôt handicapée qu'autre chose. Bon, c'est vrai que tout ce qu'on vit, au fond, ici, nous, les journalistes, même les chefs d'entreprise, c'est beaucoup moins violent que ce que vivent les femmes politiques. Je disais, Delphine Batho aujourd'hui, donc c'est pareil, était évincée du gouvernement. Il y a des raisons politiques, mais au-delà de ces raisons-là, on a aussi souligné le fait que c'était une femme qui était évincée du gouvernement. C'est-à-dire que quand on... Elle-même a surtout souligné que c'était le mari du directeur de cabinet du président de la République qui avait expliqué son éviction. Quand même, ça faut le faire. Quand on nomme ou quand on... désavoue une femme. C'est toujours très sensible. Sur Delphine Batho, j'en parlais tout à l'heure avec Brigitte, ce que j'ai repéré quand elle a été évincée du pouvoir, c'est 2 mots qui reviennent systématiquement quand une femme est évincée d'un gouvernement ou quand elle se trouve en situation d'échec. Le premier mot, c'est incompétence. Le deuxième mot, c'est erreur de casting. Donc ça, c'est systématique. Quand Édith Cresson est partie, quand Ségolène Royal a perdu les élections, etc., c'est erreur de casting. Je n'ai jamais entendu ces termes employés quand un ministre, quand un homme s'est trouvé en situation d'échec ou a dû quitter un gouvernement. Ceci étant, il faut pouvoir prendre des hommes comme des femmes et des femmes comme des hommes au gouvernement. Et aussi, il faut pouvoir s'en séparer. Non, mais tout à fait. Simplement, les réactions ne sont pas les mêmes quand on sépare d'un homme et quand on sépare d'une femme. Et je voulais juste revenir sur la question de Madame Dienesch. Vous soulignez effectivement avec juste titre qu'elle doit sa nomination à De Gaulle. Et vous vous rappelez sans doute de la formule qui était celle, alors je ne sais plus si c'est de Gaulle ou de Pompidou pour le coup, qui considérait que la vertu essentielle de Madame Dienesch était sa discrétion. Et il répétait en permanence, au moins avec Dienesch, on n'a pas d'histoire. Ce qui en dit quand même long. C'est Georges Pompidou. C'est Pompidou, mais il me semblait aussi. Ce qui en dit quand même long sur la représentation que, allez, soyons généreux, pouvaient avoir les hommes politiques, des femmes politiques. Ce sont des sources d'histoire. Hein, mais rassurez-nous, parce que Michel parle d'évolution quand même. Il y a une évolution dans ce domaine-là. Nous, enfin, dans la vie de tous les jours, il y a une évolution. Il y a de plus en plus de femmes au travail avec les hommes. Ils se côtoient, ils se parlent, ils s'estiment, ils se respectent. Donc ça devrait quand même petit à petit transpirer quand même dans les rapports qu'on peut avoir ensemble. Oh, mais que ça transpire, c'est évident, ouais, bien sûr. Ça c'est pas la guerre. Le Parlement, c'est pas la guerre. Que... Non, mais c'est pas la guerre absolue. Simplement, le réflexe est tout à fait clair. Un poste pris à un homme, un poste attribué à une femme, c'est un poste pris à un homme. Ça suffit. En politique, comme dans le journalisme donc, ou ailleurs. Ça suffit pour exacerber les sentiments. Ouais, tout à fait. Bon, et le remède, l'évolution, le changement des mentalités, c'est quoi? La loi, d'abord. Je pense effectivement que la parité a été absolument déterminante, même si on voit que très souvent, dans le détail de sa réalisation, les vieilles habitudes restent très présentes. La loi, l'éducation et les médias. Oui, mais je suis d'accord. Les médias. Donc, quand je parlais effectivement de la responsabilité et de cette dialectique entre les médias et la société, je pense que plus vous montrerez une des réalités du terrain, qui est quand même un partage des tâches à bien des niveaux, plus nous réussirons à avancer dans tous les milieux, y compris dans le monde politique. Ouais, un exemple qui m'avait beaucoup frappé, c'est la parité. Bon, pour la première fois, le gouvernement a été paritaire, voulu comme tel, le dernier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de commentaires qui ont dit c'est la parité
d'un seul coup, c'était naturel que ce soit la parité. On s'est battu pendant des années, d'un seul coup c'est naturel, et du coup, il n'y a pas un commentaire particulier qui ait été fait sur cette parité qui est parue normale. Donc ça progresse quand même dans les têtes. Non, c'est une façon de la nier. Pas du tout. C'est une façon de la nier. C'est une façon de considérer que ce n'est pas un problème important qu'il y ait une parité. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au gouvernement? C'est ça que ça veut dire. C'est pas du tout que c'est entré dans les mœurs. C'est au contraire étonné que ça soit aussi peu entré dans les mœurs. Est-ce qu'il y a des réactions un petit peu à ce qui est dit, des commentaires? Est-ce que vous retrouvez dans tout ce qui est dit là, par Michel et par notre spécialiste dont il a oublié le nom. Dont j'ai oublié le nom, Marlène Coulon, qui ne me laisse rien passer depuis que je suis là. Marlène Coulon, que je vous présente. Non, j'ai pareil avec mes collaborateurs dans mon service, donc je vous rassure. Et ils se moquent de moi d'ailleurs, parce que j'oublie toujours les noms de tout le monde. Oui, j'ai dit ça. Bon alors, trêve de plaisanterie. Monsieur, enfin un homme pour poser une question, une vraie. Alors. Oui, bonjour, rebonjour. C'est plus une question qui s'adresse aux médias finalement, parce que Madame Coulon parlait notamment de la masculinisation de la fonction politique quand on parle des femmes politiques. On a vu dans la petite mise en image que les femmes politiques étaient nommées en tant que sénateurs ou que anciens ministres au masculin. Je ne sais pas si actuellement encore dans les bandeaux à la télévision, il y a un vrai travail sur la féminisation des noms des fonctions de femmes politiques, sénatrices. Je ne sais pas, c'est peut-être vous, Monsieur Duquesne, du coup, qui pouvez plus en parler. Oui, mais il ne regarde pas la télévision. Mais comment vous connaissez d'où Non, je regarde quand même un petit peu. Non, j'ai l'impression que c'est banalisé, enfin qu'on met les titres au féminin. C'est dans la loi. Non, normalement, la féminisation des noms de métiers et des statuts politiques, elle est de règle. Bon, ça ne veut pas dire que ce soit systématique. Et un point que j'observe régulièrement, puisque j'ai travaillé beaucoup sur les campagnes présidentielles, et qui me choque chaque fois, dans la campagne officielle pour l'élection présidentielle, vous savez, ces spots que personne ne regarde, etc. Donc c'est toujours campagne pour l'élection du président de la République. Et c'est absolument terrible parce qu'il suffirait de mettre campagne pour l'élection à la présidence de la République pour que la chose soit neutralisée. Et ça me rappelait quelque chose. Je crois que c'était à la campagne de 74. Donc la première fois qu'on a vu une femme se présenter à l'élection présidentielle, c'était bien sûr Arlette Laguillet. Je me souviens de Roger Frey, qui était à ce moment-là président du Conseil constitutionnel et qui se met à lire la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle et qui commence à dire la liste des candidats à l'élection présidentielle est la suivante, messieurs, et il déroule toute la liste, y compris bien sûr Arlette Laguillet qui disparaissait complètement, dont la féminité disparaissait complètement dans les... Donc officiellement, oui, il y a féminisation des noms de métiers, globalement ça marche à peu près, mais il y a des ratés, donc je viens de vous en citer un, notamment sur la campagne à la présidence de la République. Une autre question? N'hésitez pas. Mesdames. Une remarque. Christine Kelly du CSA, juste une remarque pour en dire que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Marlène, entre guillemets, parce que... Marlène Coulon. Je sais, mais je le... Non, mais parce qu'on le vit effectivement tout le temps, et ce n'est pas uniquement pour les femmes en politique, mais dès qu'une femme sort la tête de l'eau, dès qu'une femme a un poste à responsabilité, tous les critères que vous avez dénoncés tout à l'heure se vérifient. Dès qu'on sort la tête de l'eau, dès qu'on a un poste à responsabilité, tout le temps dans la justification en permanence, et je voulais dire que ça s'applique pas uniquement en politique. Madame la ministre, vous ne voulez pas nous faire un petit témoignage de ce que c'est que d'être une femme politique aujourd'hui? Je vous ai appelé Madame la ministre. Oui, le public. Et après vous. Oui, une question. Vous, Madame Cotta, qui avez été à la tête
de grosses directions. Est-ce que vous avez eu des difficultés liées, par exemple, au fait que vous soyez une femme, des difficultés que vous n'auriez pas imaginées quand vous avez pris la tête de différentes entreprises? Je ne peux pas dire oui. Je trouve que dans un cursus, une carrière, que ce soit politique ou journalistique, le plus difficile, c'est 25-35 ans. Parce que c'est là où vous avez à faire vos preuves. Et comme le disait Sylvie tout à l'heure, on se marie. Bon, alors c'est fini, on est rayé des cadres. Et puis on reste quand même. Et puis après, on a un enfant. On va être rappelé chez soi. Non, bon, c'est cette période-là où je trouve que les femmes manquent de crédibilité. Parce que, et c'est d'ailleurs la période où elles perdent les 10 ans qui font qu'après, elles atteignent le plafond de verre très facilement. Donc je trouve que le plus difficile pour s'imposer, ce sont ces 10 ans-là. Une fois qu'on a fait ses preuves dans la durée, non. D'abord parce que les hommes n'osent pas avouer qu'ils sont sexistes. Ça se fait plus maintenant. Ils n'osent pas avouer. Comme vous savez, en matière d'argent, il y avait ces grosses enquêtes qui, tous les hommes disent « Ah non, ça ne me gêne pas du tout que ma femme gagne plus d'argent. » En réalité, ça les rend hystériques. Bon, donc, non, ça a été moins une période pour moi, peut-être parce que je suis arrivée relativement tard à des postes de responsabilité. Quand je dis tard, c'est 45 ans. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des remarques, des anecdotes, des petites choses comme ça? Pas directement, on sait comment, on sait sur quoi elles portent les remarques d'une façon générale, mais enfin, généralement, on n'ose pas le dire aux femmes. Voilà, on n'ose pas les dire directement. Et si on les dit directement, on se fait vider quand même. Et est-ce qu'être une femme en situation de direction, bonjour, est-ce que ça a changé? Enfin, est-ce que vous avez fait des choses différentes parce que vous étiez une femme? Non, alors ça vraiment, ça fait partie des... Je ne supporte pas ça. Vous savez, un jour, j'ai été très longtemps en compétition dans l'éditorial du matin sur des chaînes périphériques avec Alain Duhamel. J'ai fait ça... nous avons été 20 ans en compétition, si je compte les différentes antennes. Et on me disait, mais vous avez une autre façon de faire de l'éditorial politique. Alors je disais, pardon, je ne comprends pas. Oui, mais par exemple, les femmes sont plus analytiques, les hommes plus synthétiques. Je dis, mais il n'y a pas de façon de faire un éditorial. Il y a deux personnes différentes qui font un éditorial, mais il n'y a pas une femme et un homme qui procèdent dans vos fonctions de management. Est-ce que vous avez... Ah bah oui, encore une fois, on ne peut pas piquer des colères comme on voit que les hommes en piquent. Autoritariste, quoi. Voilà, si on est trop autoritaire, on est une mégère, et si on est assez attentif aux autres, on est trop coulant et sans autorité. Et promouvoir des femmes, oui, plus volontiers que des hommes, vous l'avez fait? Pardon? Promouvoir des femmes. Ah oui, tout à fait, avec plaisir, et je crois sans aucune erreur de casting. Donc Aurélie Filippetti nous a rejoint. Est-ce que c'est le moment pour que Najat Vallaud-Belkacem, puis après peut-être vous, nous disiez en quoi être femme politique, c'est pas facile, ou c'est compliqué, ou c'est différent, ou c'est je sais pas quoi? Non? Vous voulez nous raconter un peu? Non, pas le mien. On va vous donner notre micro parce que moi, je garde le mien, on ne sait jamais. Non, je crois qu'on doit monter toutes les deux après sur scène pour faire venez là. plus formelle. Mais non, mais je voudrais profiter justement de la présence de Michel Cotta et de Marlène Coulon sur scène pour réagir à ce que j'ai entendu. D'abord, tout ce que vous avez dit, madame, est extraordinairement juste et je m'y retrouve parfaitement, évidemment. Et notamment ce que vous avez qualifié de hétéronomie, c'est-à-dire cette façon de rechercher en permanence derrière la femme politique l'homme qui, d'une certaine façon, tire les ficelles. À qui elle doit sa carrière. Oui, à qui elle doit sa carrière. Donc ça, je confirme. Enfin, Aurélie, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ça m'a amusé le jour où, finalement... les observateurs se sont lassés de considérer que celui à qui je devais ma carrière était le maire de Lyon, pour dire les choses simplement, puisque j'ai commencé ma vie politique en effet à Lyon. C'est vrai que ça a été une rencontre importante dans ma vie, mais comme pour tout jeune homme ou femme politique qui commence à faire de la politique, on rencontre des gens qui nous donnent envie d'en faire ou pas en faire. Et en l'occurrence, pendant quelques années, donc, les observateurs ont parlé de cet homme-là, Gérard Collomb. Puis un jour, j'ai vu un changement de ton. Et on s'est mis à dire qu'au fond, l'homme derrière moi, c'était mon mari. Mon mari qui, à ma connaissance en tout cas,
ne s'était jamais particulièrement occupée ni de C'est pas un rédiger problème. mes discours, ni d'affiner mes opinions politiques. Mais c'est pas grave. Et c'est revenu comme ça régulièrement. Et donc, ça me faisait... Bon, au début, j'avoue que j'avais quelques pincements au cœur parce que malgré tout, c'est une façon de vous retirer un petit peu de la légitimité naturelle qui devrait être la vôtre. Puis au bout d'un moment, bon, on prend du recul et ça m'a fait sourire. Et puis alors, pour l'anecdote, il se trouve que mon mari, qui appartenait au corps préfectoral, s'est retrouvé à exercer des fonctions chez Arnaud Montebourg lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Il est aujourd'hui son directeur de cabinet. Et donc un jour, dans un entrefilet presse, j'ai vu la chose renversée. C'était la première fois. C'est-à-dire que, en gros, était sous-entendu le fait que si mon mari était devenu directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg, c'était grâce à moi. Et alors là, je suis rentrée chez moi avec le journal en question, en riant. Et en fait, lui, ça le faisait pas rire du tout. Parce qu'en fait, c'était pas vrai. Donc je crois que... Pardon. Non, mais voilà, je pense que en effet, les évolutions sont lentes, mais qu'elles vont finir par arriver. Et puis, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Michel Cotta aussi, qui est très juste. C'est que, contrairement à une idée reçue, la parité, c'est pas encore totalement intériorisé par tous. Et je suis d'accord avec vous. Je trouve que les observateurs français en particulier ont à peine noté que le gouvernement était totalement paritaire, comme si c'était en effet une chose banale, etc., alors que c'est très très loin d'être banal. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les observateurs étrangers, eux, l'ont bien noté. Là, ça a été couvert à un point phénoménal. Donc, je pense que là encore, il y a un peu de travail. Et en même temps, pour faire le lien entre la politique et les médias, j'ai remarqué une chose, sans donner de nom d'émission ni de présentateur, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement a été donc strictement paritaire, un certain nombre d'émissions se sont mises quand même au goût du jour et n'ont plus considéré comme normal de n'avoir que des invités masculins sur leur plateau. Vous pensez à qui, là? Je ne le dirai pas. Merci. On a cité des noms tout à l'heure, c'est peut-être cela. Aurélie Filippetti, un témoignage, et après vous viendrez bien conclure. Un témoignage, j'ai pas de témoignage, mais je pensais, parce que je lisais le livre de Françoise Giroud, Histoire d'une femme libre, où elle racontait que quand elle écrivait des chroniques économiques dans l'Express, au début, elle ne les signait pas. Parce que, en fait, comme elle était plutôt une signature sur les chroniques cinéma ou mode, elle pensait, et ça lui était revenu plusieurs fois dans la figure de la part notamment du directeur de la Banque de France de l'époque, etc., qu'elle n'avait pas la légitimité, et donc signer la chronique aurait affaibli le poids de ce qu'elle disait. Et c'est, voilà, aujourd'hui, on n'en est plus là, mais je crois qu'il y a eu une prise de conscience de la société qui s'est faite au moment, sans doute, je pense qu'au moment de l'affaire DSK, il y a eu quand même un basculement et une parole qui s'est libérée. Alors je suis désolée parce que je n'ai pas entendu la table ronde, parce que j'avais des contraintes familiales, justement, liées à ma fille, qui faisaient que je suis arrivée en retard. Mais je pense qu'il y a une parole, en tout cas pour les femmes politiques, qui s'est libérée à ce moment-là. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2007, le niveau de tolérance, en fait, aux remarques sexistes et au sexisme en général était bien plus élevé à l'Assemblée nationale que, je pense, dans n'importe quelle entreprise où ça aurait été, en fait, immédiatement sanctionné. Et avec l'affaire, il y a eu des femmes, d'ailleurs, de droite comme de gauche, qui ont commencé à raconter, à parler et à dire clairement qu'il y en avait assez. Et je crois que ça a fait quand même bouger les choses. Mais la liste des anecdotes serait trop longue, sinon... enfin bon, moi j'en ai une que j'aime beaucoup quand même. C'est que quand j'ai été élue députée, j'ai fait donc une pose de première pierre. Ma première pose de première pierre pour une gendarmerie dans ma circonscription. Et il y avait le conseiller général du CRU, et donc j'avais le trumeau avec le ciment, la truelle. Ouais, là-dessus, quand même. Voilà. Il y a le plumeau et la truelle, mais... Voilà, non mais vous allez comprendre, c'est parce qu'il a dit, et donc j'ai pris cet objet, j'ai pris la truelle, donc, et j'ai mis du ciment, bon, chose que je ne suis pas habituée à faire, vous l'aurez compris, mais il a dit, on voit que vous êtes habitué à manier la pelle à tarte. Donc pour que les choses soient claires, je ne manie ni la truelle ni la pelle à tarte. Mais... Merci beaucoup. On va remercier Michel Cotta et Marlène Coulon pour la pertinence de toutes ces remarques. Merci beaucoup. On vous laisse repartir.